Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une figure d'opposition à l'Empire romain, la reine Mavia, femme du désert, souvent comparée à Zénobie pour son caractère et son autorité. Mais à la différence de Zénobie qui voulait partager son pouvoir avec l'Empire romain, les buts de Mavia sont différents. Elle est restée dans l'histoire, car elle parvient seule à unir et conduire des tribus contre Rome, voulant imposer un évêque arien, alors que le christianisme orthodoxe dominait dans la région. Voulant en savoir plus sur Mavia, venez avec moi. Le 28 mars 364, Valens est associé par son frère Valentinien au pouvoir, un mois après avoir lui-même accédé au trône impérial, sur la demande de l'armée, sachant que l'Empire romain est trop étendu pour être dirigé par une seule personne. 2 mois après cette investiture, les deux frères s'en vont dans leur province natale d'Illyrie. Ils se partagent les fonctionnaires et administrateurs, ils font de même pour les armées. Valentinien prend la charge des provinces romaines d'Italie, d'Illyrie, d'Hispanie, de Gaule, de Bretagne et d'Afrique, laissant à Valence la partie orientale de la péninsule balkanique, la Grèce, l'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure. Valence hérite la partie orientale d'un empire qui a récemment perdu ses possessions en Mésopotamie et en Arménie au profit des Perses, selon les termes d'une paix conclue entre Jovien et Shapur II. Dans la foulée, les rois sassanides ont arraché aux Romains leur renonciation à tout droit sur une large partie de l'Asie mineure. La priorité de Valens après l'hiver 365 est donc de marcher vers l'Est pour rétablir la situation compromise par son prédécesseur. À l'automne, il atteint la Cappadoce quand il apprend qu'un usurpateur, Procope, vient de lui ravir le trône. Valens écrase l'armée de Procope et capture, après sa défaite, Procope, qui est livré à Valens et décapité en 366. Après cela, il a les mains libres pour s'occuper de la situation en Orient. Mais Valens favorise les Ariens contre les Nicéens. Il persécute aussi les milieux intellectuels païens, auxquels il prête des pouvoirs magiques et des intentions hostiles. Or en Orient, les Nicéens ont beaucoup plus d'adeptes et d'influence que les Ariens. La source principale de l'histoire de Mavia est Ruffin d'Aquilée, 345-411, qui fournit le seul récit contemporain de sa révolte dans son histoire ecclésiastique. Socrate le scolastique, 380-439, raconte la même histoire dans son histoire ecclésiastique. L'historien Théodorète de Cire, 393-458, rapporte également la rébellion de Mavia, et son récit est suivi par Sosomène, 400-450, cependant, qui appelle la reine Mania au lieu de Mavia, et développe l'histoire de la reine dans son histoire. Tous les récits ultérieurs de la rébellion de Mavia s'appuient sur 4 auteurs, ainsi que sur les textes connus sous le nom de Ammoni, Monachie, Relatio, entre 373 et 377, qui relatent le massacre de moines par des Sarrasins dans le monastère du mont Sinaï. Cet ouvrage mentionne un moine, Moïse, dont certains spécialistes pensent qu'il s'agit de l'homme que Mavia admirait tant. Ce Moïse est épargné lors de l'attaque des Sarrasins, mais aucune raison n'est donnée, et l'on ne sait pas non plus ce qui a provoqué le massacre. Bien que l'Ammonio, Monachie, Relatio ait été provisoirement daté de 373 environ, il est plus logique de le situer vers 377 ou 378, plus près de l'époque de la rébellion de Mavia dans la région qu'elle semble relater. La tribu de Mavia, sous la direction de son mari, était des Foedari de Rome, état-nation des tribus qui servaient d'auxiliaires dans l'armée romaine, en échange de certains avantages accordés par Rome. Cet accord négocié ne reste valable que pendant le règne des dirigeants qui l'avaient conclu. Un successeur n'était pas tenu de fournir le même service, à moins qu'un nouvel accord n'ait été conclu au moment de son arrivée au pouvoir. Les Tanoukides avaient émigré dans la région de l'actuelle Jordanie au cours du IIe siècle, mais il existe des preuves que des membres de la tribu s'y trouvaient auparavant et qu'ils avaient participé à la prospérité du royaume de Nabaté, 168 avant Jésus-Christ, 106 après Jésus-Christ. Lorsque le royaume nabatéen tombe, la région fut annexée par Rome et les tribus qui avaient formé la coalition nabatéenne s'alignent avec ou contre Rome. Les Tanoukides choisissent Rome, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi ni quand.
Tout ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'ils étaient des foedari romains sous les ordres de l'époux de Mavia. Les foedari étaient censés se battre pour Rome lorsqu'on faisait appel à eux, et le mari de Mavia aurait adhéré à cette politique. Après la mort de celui-ci, cependant, elle semble avoir eu le droit d'entamer des négociations en vue de conclure un nouvel accord, et ce droit fut peut-être ignoré par Rome, qui tenait peut-être pour acquis qu'elle continuerait à respecter les obligations de son défunt mari. Au IVe siècle, Rome était aux prises avec un certain nombre d'incursions, et sous le règne de l'empereur Valence 364-378, elle éprouvait des difficultés à faire face aux Goths. Les Goths étaient apparus pour la première fois dans les territoires romains en 238 et avaient ensuite effectué des raids périodiques et destructeurs. Le plus célèbre était celui du roi Goth, Cniva 250-270, qui avait tué l'empereur romain Dès 249-251 et son successeur à la bataille d'Abritus en 251. Valence avait combattu le roi Goth, Athanaric, mort en 381, entre 367 et 369, et avait accueilli Fridigerne, mort en 380, le roi rival d'Athanaric sur le territoire romain, lorsque ce dernier avait demandé l'asile aux Huns qui l'envahissaient. Cependant, une fois à l'intérieur des frontières de Rome, les gouverneurs provinciaux traitent si mal les Goths qu'ils se révoltent, déclenchant la première guerre gothique 376-382. Valence avait besoin de main-d'œuvre pour réprimer cette révolte et demande à ses confédérés de lui fournir des troupes. Mavia refuse, probablement parce qu'elle n'avait pas été contactée avant cette demande pour négocier un nouvel accord en tant que foedari de Rome. Il convient toutefois de noter que les historiens de l'Antiquité ne donnent aucune raison précise à cette révolte. Les récits indiquent clairement que l'insurrection de Mavia était bien organisée et qu'elle était un commandant militaire très compétent, qui détruit de vastes zones de la région, de la Syrie au Levant, et disperse toute opposition envoyée contre elle. La description des Zozomènes est la plus détaillée des récits. Vers cette époque, le roi des Sarrasins meurt et la paix qui avait existé entre cette nation et les Romains fut rompue. Mavia, la veuve du défunt monarque, après avoir accédé au gouvernement de sa race, conduit ses troupes en Phénicie et en Palestine jusqu'aux régions de l'Égypte, situées à la gauche de ceux qui naviguent vers la source du Nil, et que l'on appelle généralement l'Arabie. Cette guerre, bien que menée par une femme, n'avait rien de méprisable. Les Romains, dit-on, la considéraient comme si ardue et si périlleuse que le général des troupes phéniciennes demande de l'aide au général de toute la cavalerie et de toute l'infanterie de l'Orient. Ce dernier se moque de la convocation et entreprend de livrer bataille seul. Il attaque donc Mavia, qui commandait en personne ses troupes, et fut secouru avec difficulté par le général des troupes de Palestine et de Phénicie. Percevant l'extrême gravité du danger, ce général juge inutile d'obéir à l'ordre qu'il avait reçu de se tenir à l'écart du combat. Il se précipite donc sur les barbares et donne à son supérieur l'occasion de se retirer en toute sécurité. Tandis que lui-même cède du terrain, tirait sur ceux qui fuyaient et repoussait de ses flèches les ennemis qui se pressaient contre lui. Les habitants du pays se souviennent encore de cet événement que les Sarrasins célèbrent dans leurs chants. Selon les récits anciens, l'armée de Mavia était invincible lorsqu'elle déferlait sur la région. Ruffin écrit qu'elle troubla les régions de Palestine et d'Arabie et dévaste les provinces voisines, tandis que Socrate le scolastique affirme que toutes les régions de l'Orient étaient alors ravagées par les Sarrasins. Lorsque les Romains se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas la vaincre, ils cherchent donc des conditions de paix, et selon tous les récits, Mavia n'en avait qu'une. Elle souhaiterait qu'un certain moine de sa région soit nommé évêque de son peuple. Bien que cette demande ait été interprétée comme signifiant que Mavia et son peuple étaient chrétiens, ce n'est pas nécessairement le cas, et comme indiqué, ce n'est pas étayé par les récits anciens. Après des années de désordre, pendant la crise du IIIe siècle, Dioclétien put rétablir un semblant de paix et de stabilité. Il reconnaît que l'immensité de l'Empire romain rend sa gouvernance difficile. Pour corriger cette situation, il crée la tétrarchie, une division de l'Empire en une partie orientale et une partie occidentale, chacune étant gouvernée par un Auguste et un César.
Voyant le besoin de revenus supplémentaires pour financer ces changements, il réorganise le système fiscal. La restructuration du gouvernement romain et de l'administration provinciale fut accompagnée de changements similaires dans l'armée. Afin de réduire la possibilité de révolte dans les provinces éloignées, l'empereur double le nombre de provinces de 50 à 100. Il organise ensuite ces nouvelles provinces en 12 diocèses dirigés par des vicaires qui n'avaient aucune responsabilité militaire. Ces fonctions étaient confiées à des commandants militaires. Bien que le temps ait mis à l'épreuve le rêve de Dioclétien, la stabilité fut finalement atteinte. La tétarchie officialise la division politique et militaire de l'Empire romain, par nécessité, caractérisée par une grande partie de la seconde moitié du IIIe siècle. Cependant, malgré les nombreux changements, une question controversée continue de tourmenter l'empereur. Outre les difficultés liées à l'économie de l'Empire romain et à la sécurité des frontières, Dioclétien était préoccupé par la croissance continue du christianisme. À mesure que leur nombre augmentait, les problèmes ne cessaient de croître. Depuis l'époque de l'empereur Néron 54-68, les empereurs considéraient le christianisme comme une menace pour les valeurs traditionnelles de la religion romaine. Les chrétiens refusaient tout simplement de rendre hommage aux dieux romains et étaient persécutés sous Dioclétien. C'est la conversion de Constantin au christianisme qui met fin à une grande partie de l'oppression, ce qui apporte la tolérance. Grâce à une victoire contre son dernier adversaire, Lucius, Constantin réunifie l'Empire romain et devient l'unique empereur. Ceux qui soutiennent que Mavia était une chrétienne orthodoxe affirment qu'elle s'opposait à l'ordination d'un évêque arien sur sa tribu chrétienne nicéenne. Valens était un chrétien arien, tout comme de nombreux évêques et ecclésiastiques qui servaient alors l'église de Rome. Moïse était un chrétien nicéen, et comme le supposent certains érudits, le peuple de Mavia l'était aussi. Les Ariens étaient des chrétiens qui affirmaient que Jésus était un être créé, engendré par Dieu, alors que les chrétiens orthodoxes nicéens croient qu'il ne faisait qu'un avec Dieu et qu'il n'avait jamais été créé et qu'il était l'Éternel. Il ressort clairement des écrits que Moïse était un chrétien orthodoxe, mais cela ne signifie pas que Mavia ou sa tribu l'était aussi. Zosomène précise qu'il y avait peu de chrétiens dans la tribu de Mavia lorsque Moïse devint leur évêque et qu'il les convertit après avoir fait la paix entre eux et Rome. Moïse est décrit comme un arabe chrétien qui vivait reclus et il a été établi que les moines chrétiens, en menant une vie de dévotion irréprochable, eurent un impact significatif sur la conversion des Arabes au christianisme à cette époque. Il est beaucoup plus probable que Mavia ait choisi Moïse comme chef spirituel de sa tribu en raison de ses mérites personnels plutôt que parce qu'elle était une chrétienne orthodoxe s'opposant à une prétendue proposition de Rome d'accepter un évêque arien. Les récits originaux de la rébellion et de Moïse en tant que négociateur mentionnent l'évêque arien Lucius d'Alexandrie comme l'homme qui devait ordonner Moïse en tant qu'évêque. Mavia se rebelle probablement contre Rome parce qu'elle avait été négligée en tant que reine. Les Romains avaient supposé qu'elle honorait l'accord conclu avec son mari, mais ils ne lui témoignent pas le respect nécessaire en négociant directement avec elle. Après avoir traité de la conclusion de l'accord de paix, les récits ne mentionnent pas les chrétiens ariens ou nicéens dans l'équation. Pour conclure la paix, Mavia donne sa fille en mariage à un officier romain nommé Victor, commandant en chef de l'armée, et le récit de sa rébellion prend fin. Une fois la paix conclue, Valens n'ayant plus à s'inquiéter d'une insurrection générale dans la région, il se tourne vers les Goths. Il rencontre Fridigerne et son armée à la bataille d'Andrinople, où il fut tué et l'armée romaine vaincue en août 378. Au lendemain de la bataille, alors que Rome craignait des attaques imminentes des Goths contre ces villes, Mavia envoya de la cavalerie pour défendre Constantinople. Théodose Ier, 379-395, négocie la paix avec les Goths vers 382, mais les conditions semblent avoir été si favorables que les Tanoukides se sentent trahis et se révoltent à nouveau en 383. Mavia n'est pas mentionnée dans cette révolte, et il est possible qu'elle soit déjà morte et que son successeur inconnu ait déclenché l'insurrection. Cependant, certains chroniqueurs et personnes pensent qu'elle était encore reine vers 425, si l'on en croit une inscription datée de cette année-là qui porte son nom. L'érudit Irfam Shahid est le principal défenseur de cette date, mais d'autres érudits ont fait remarquer que Mavia était un nom courant à l'époque et que l'inscription pourrait faire référence à une autre femme.
Shahid souligne toutefois qu'il est plus probable que l'inscription fasse référence à la célèbre reine qu'à une femme inconnue, portant le même nom. Son affirmation a été plus ou moins acceptée. On ignore comment elle régna et ce qui lui arriva après la révolte, mais elle est décrite comme une reine et une commandante militaire brillante et impitoyable. Quel qu'ait été son sort final, Mavia a fait une forte impression sur ses ennemis et les historiens l'ont immortalisée en des termes souvent élogieux. Comme on l'a vu, Mavia était une reine guerrière de la tribu arabe semi-nomade, les Tanoudides, de Syrie et de Jordanie, qui mène une insurrection victorieuse contre Rome en 378. Son contrôle du sud de la Syrie jusqu'à la Jordanie semble certain, mais l'étendue de ce contrôle est contestée. Elle accède au pouvoir après la mort de son mari dont l'identité est inconnue. Décrit comme un roi ou un épicrafte signifiant chef de tribu, il n'est connu que par sa rébellion contre Rome, dont elle sort triomphante et dont elle peut dicter les termes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.